De commencer. Je souhaite déjà la bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est dédié à la dématérialisation des flux de facturation avec SEDUDOC et qui s'inscrit dans le prolongement du webinaire de mardi dernier sur la facturation avec... Il y a le décalage, mais c'est une conférence normalement. J'ai coupé le... Alors, je vous invite à couper vos micros pendant cette présentation. Vous disposez d'un chat sur la droite de l'écran qui vous permettra de poser toutes vos questions tout au long de la session. Voilà, pour que la présentation soit la plus fluide possible, effectivement, je vous invite à couper les micros. Donc, nous allons démarrer tout de suite. Je me présente. Donc, je suis Mariam Latifi, je suis chargée de marketing et communication pour Arcane. Et comme la semaine dernière, je serai accompagnée de Bertrand Pack, d'avant-vente et de Ahmad, qui est expert en solution SEDUDOC, éditeur de... Alors, je crois que la personne avec couper son micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci Mariam. Content d'animer cette présentation avec toi Mariam et avec Elie autour de la dématérialisation et de la solution SEDUDOC. Merci beaucoup Bertrand. Elie, est-ce que tu es avec nous? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, Elie, consultant à vente T2I, et je vais accompagner Bertrand et Mariam dans cette présentation. Merci beaucoup, Elie. Moi aussi, je suis très heureuse de présenter ce webinaire avec vous. Donc, ensemble, on va vous présenter la solution SEDUDOC et voir également dans les parties qui sont inscrites à l'ordre du jour comment cette solution de dématérialisation et de GED intégrée à X3 va pouvoir vous aider à dématérialiser vos flux de facturation et même au-delà des flux de facturation, à dématérialiser d'autres flux de documents utiles pour votre entreprise. Alors, avant cela, et pour les personnes qui n'auraient pas assisté au webinaire de la semaine dernière, je vais revenir, mais de manière plus rapide que la fois précédente, sur une présentation d'Arcane qui, je le rappelle, fêtera ses 40 ans cet été à Marseille. Alors, on va tout de suite commencer par un rapide coup d'œil sur les chiffres clés à retenir à propos d'Arcane, qui est partenaire à 100% de l'éditeur Sage, et donc qui intègre uniquement la solution Sage X3 avec des équipes également toutes certifiées par l'éditeur et qui en 2023 intègre le premier cercle de partenaires de l'éditeur, ce que Sage finalement appelle la Top League, et donc qui vient classer Arcane à ce jour parmi les 20 meilleurs partenaires de Sage en France et à l'export. Donc en quelques chiffres, Arcane, c'est aussi 7 métiers qui vont de la finance à la logistique ou encore au e-commerce, plus de 100 clients à travers une quinzaine de pays, dont les États-Unis, la Chine, le Canada, l'Allemagne ou encore l'Italie. C'est également plus de 650 projets déployés avec une communauté de plus de 8000 utilisateurs CEDX3 en France et dans le monde, qui donne justement à Arcane cette dimension d'expert de l'ERP. Et nous ne sommes bien sûr pas devenus experts du jour au lendemain. Nous avons bâti notre savoir-faire et notre réputation sur 3 valeurs cardinales que vous retrouvez dans notre logo, que sont l'écoute, l'expertise et l'engagement. Donc, on a effectivement tout d'abord l'écoute, qui est le facteur clé de réussite d'un projet. Et chez Arcane, en fait, on se doit d'être... Arcane, en fait, ils sont intégrateurs X3, comme Forcad. Excusez-moi, pour couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, je reviens donc à cette valeur d'écoute, puisque chez Arcane, donc on est attentif à tous les enjeux des projets de nos clients et de nos futurs clients. C'est également l'expertise, parce qu'au sein d'Arcane, on est tous et toutes tournés vers une seule et même solution qui est Sage X3, et chaque collaborateur vient ensuite apporter sa propre expertise dans le déploiement des projets. Et enfin, l'engagement, parce que chez Arcane, on est engagé dès le premier rendez-vous. On ne s'arrête pas à la signature du contrat, on est dans une relation de partenariat, ce qu'on appelle chez nous l'éthique de service, parce qu'on prend également un engagement humain et moral dans la réussite des projets de nos clients. Et ça, c'est quelque chose d'ancré et de très fort dans la culture d'entreprise chez Arcane. Alors, je vais terminer cette slide avec cette slide dont nous sommes particulièrement fiers, parce que d'abord parce qu'elle est révélatrice de toute la diversité des métiers que nous adressons, et parce que nous avons en plus de plus en plus de grands noms
qui nous font confiance dans leurs projets d'évolution et de digitalisation de leur système d'information, comme par exemple les champagnes Ranken, les casques de moto Shark, les comptoirs de Mathilde que les gourmands connaissent forcément, et bien d'autres encore que vous reconnaîtrez parmi tous ces logos sur cette slide. Donc, j'en profite pour adresser également mes remerciements à tous nos clients. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette première partie de présentation de l'éditeur, de l'éditeur et intégrateur Arcane. Je vais maintenant laisser la main à Bertrand qui va vous présenter la solution SedUdoc et la manière dont cette solution va pouvoir couvrir tout le cycle de vie d'un document. Bertrand, c'est à toi. Merci Mariam, rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de la solution SedUdoc qui permet de couvrir tout le cycle de vie des documents et des documents. Donc, SedUdoc, déjà, ce sont trois grandes familles de fonctionnalités. Donc sur la partie gauche, on voit le module analyse intelligente. Donc on parle d'un moteur de reconnaissance documentaire qui va permettre donc de numériser des documents et de les digitaliser. Donc cette numérisation de documents, on va se concentrer aujourd'hui, après je vous ferai une présentation sur la partie facture fournisseur, mais on peut également numériser d'autres typologies de documents et il y reviendra sur cet aspect-là. Donc, ce moteur d'analyse intelligente, il est basé, comme on le dit, intelligent. Donc, c'est un moteur d'analyse intelligente, un moteur Mindy qui va permettre donc d'identifier automatiquement toutes les zones, si je prends le cas d'une facture, des zones pour permettre la création de la facture. Donc, ça va être l'identifiant du fournisseur, ça va être la date, ça va être les montants d'en-tête, ça va être la devise, ça va être des informations permettant de rapprochement avec des flux d'achat, des commandes, des numéros de bon de livraison. Et ceci sans avoir à procéder au préalablement par une modélisation de documents. On a des technologies en termes de démat qui procèdent par un moteur OCR où il faut modéliser les zones, donc c'est-à-dire indiquer où se trouve la zone à interpréter avec donc un point d'ancrage. Là, avec ce moteur d'intelligence artificielle, ce n'est pas le cas. Donc, on peut dire que c'est une solution, une fois qu'elle est déployée, qu'elle est prise en main de suite. Et donc, ça permet aux utilisateurs de pouvoir traiter rapidement leurs différents documents et ainsi de ne pas avoir de temps de formation ou de charges de modélisation importantes pour chacun des types de factures. Par exemple, chaque fournisseur a une facture avec un modèle bien précis. Là, avec ce moteur, ça ne sera pas le cas. Donc, ce moteur va permettre d'extraire des données, de les contrôler également et de vérifier la cohérence des données. On pourra, par exemple, notifier que si le montant TTC n'est pas en phase avec le montant taxe plus le montant de TVA, on aura une anomalie qui sera présente. On va pouvoir vérifier également qu'il n'y ait pas de doublon sur facture fournisseur. Et on va pouvoir, donc, dans ce cadre, ensuite permettre la création de données cohérentes. Donc, l'autre aspect également de UDoc, c'est cette partie gestion dynamique ou GED, gestion électronique documentaire, qui va permettre de déposer et de stocker des documents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette GED, elle est associée à SageX3, mais elle permet également de stocker des documents de l'entreprise. Donc, on va l'appeler GED d'entreprise. Donc, ça peut être aussi des éléments associés à vos applications métiers qui ne sont pas en lien direct avec SageX3. Ça peut être des applications de RH, des gestions de documentation technique qui ne seraient pas intégrées dans SageX3, etc., etc. Alors, cette GED également bénéficie de plans de classement et de fonctionnalités très avancées d'une GED, avec notamment un lien avec le connecteur Microsoft Office, la possibilité de versionner des documents, d'y apposer des commentaires précis sur une zone ou génériques sur le document. On bénéficie également d'une véritable traçabilité des événements grâce à cette piste d'audit. Donc, on va pouvoir qui est venu faire telle action sur le document, le consulter, modifier, apporter un commentaire. Et la solution SageUdoc permet également, pour des documents notamment sortants, d'y apposer une signature électronique via un connecteur avec l'outil YouSign. On bénéficie avec cette GED de fonctions de recherche optimisées avec des recherches par filtre dynamique
sur des mots-clés, sur des éléments en fonction du plan de classement, mais également sur une recherche full texte très optimale. On est sur un blockchain dédié à SageUdoc, donc avec des temps de réponse vraiment très très rapides, de l'ordre de la seconde, pour des dizaines, voire des centaines de milliers de documents. La solution UDoc bénéficie aussi d'un module qui permet d'effectuer la circulation intuitive, c'est-à-dire de mettre en place notamment des workflows de notification. On pourra prendre par exemple la notification lorsqu'un document arrive et qu'on veut alerter telle ou telle personne qu'une documentation technique par exemple vient d'être déposée dans la GED, d'aller consulter ce document et on pourra même y apposer ou demander à cet utilisateur d'y déposer un visa. Ça peut être également le traitement, par exemple, de documents que l'on souhaite mettre en place et contrôler avec une date d'expiration. Bertrand? Allô, on m'entend toujours? Mon son a été coupé. Ça a été coupé, mais on t'entend. Je t'en prie, je te laisse poursuivre. D'accord, je finis. Et donc, on pourra mettre aussi en place un workflow, par exemple, pour les documents avec une date d'expiration et rappeler à tel ou tel utilisateur, par exemple, sur un délai à paramétrer de 2 mois, que le document va expirer et qu'il veille au renouvellement de celui-ci. Donc, on est vraiment dans une GED d'entreprise. On l'appelle collaboratif parce que tous les documents seront présents dans cette GED avec des habilitations, bien entendu, poussées et particulières à chaque typologie de documents, à l'organisation de l'entreprise pour limiter l'accès à ceux-ci. Donc, le point aussi important, c'est qu'on va bénéficier, mais on reviendra sur cet aspect-là, d'un connecteur avec CGX3, donc qui va permettre d'avoir des contrôles cohérents avec la solution et qui va permettre aussi de pouvoir interagir en temps réel. Donc du coup, je passe la main à Ellie qui va pouvoir continuer sur cette présentation. Merci beaucoup Bertrand. Du coup, je vous propose de reprendre la main sur la partie plus facturation. Donc ici, on va plutôt se concentrer sur UDoc Analyse et du coup, tous les flux factures qu'on peut traiter avec cette solution. Donc comme vous le savez, dans le cadre de la réglementation FactureX ou la réforme fiscale, il y a d'autres formats qu'il va falloir être capable de traiter au-delà des formats traditionnels papier et internationaux. Donc, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce que peut UDoc Analyse traiter en standard au niveau du flux facture. Donc ici, tout d'abord, dans un premier temps, si on se positionne sur la réforme fiscale qui arrive, donc comme vous le savez, il y a différents jalons d'application qu'on a déjà évoqués ensemble. La première porte d'entrée pour tout le monde, ça va être juillet 2024. Donc, autrement dit, toutes les entreprises dès juillet 2024 devront être capables de traiter du FactureX. Donc, pour rappel, le format FactureX, c'est tout simplement un PDF hybride avec donc une image qui peut être traitée par l'humain et un fichier structuré de données qu'on appelle fichier XML qu'on va venir du coup lire avec les différents niveaux de détail. Donc, vous savez qu'une FactureX, c'est 5 niveaux. Donc ici, bien évidemment, UDoc Analyse va être capable de traiter en standard cette fameuse facture au format FactureX avec les différents niveaux. Donc on a vu ensemble qu'on peut avoir donc soit le format standard, donc qui correspondra à un niveau réduit d'information, puis un niveau plus détaillé avec le format étendu. Bien sûr, UDoc Analyse sera capable d'aller chercher cette facture sur le fameux portail public de facturation. Donc c'est là où on va mettre à disposition la facture. Et ensuite, l'ensemble des opérations d'extraction de données pourront être jouées dans UDoc Analyse. Donc ça, c'était vraiment un petit focus sur la partie FactureX. Donc ça concerne, on va dire, beaucoup d'entités. Ensuite, donc, il y a toute la partie, donc on reste sur la slide d'avant. Donc, sur l'autre partie, donc bien évidemment, il faut être capable de traiter ce format FactureX, mais il faut aussi être capable de traiter le tout courant. Donc, qu'est-ce qu'on va recouvrer dans le tout courant? On va avoir d'une part l'ensemble des factures papier, puisque comme vous le savez, il y a différents jalons d'application, et il y aura une période transitoire où vous allez pouvoir avoir du papier et du FactureX. Au-delà, il y a aussi tous les formats internationaux. Donc, quand vous avez des activités avec des rapports avec l'international, il faut pouvoir traiter ces factures. Donc, UDoc Analyse va permettre en un seul point d'entrée de cristalliser tous ces flux, donc formats internationaux, hétérogènes, hybrides,
tout ça va pouvoir être traité dans l'analyse. Et puis ensuite, il y a une problématique, on va dire, d'automatisation de captation de ces flux-là. Donc, ça peut provenir d'une boîte mail, ça peut provenir de répertoires réseau, du portail public de facturation ou de fournisseurs internationaux. Et pour l'entreprise, ça devient un réel enjeu d'automatiser la captation de l'ensemble de ces canaux. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, la possibilité de fonctionner en multicanal. Ici, on va avoir un produit compagnon donc, qui est encapsulé dans l'analyse et qui permet d'automatiser la scrutation de ces canaux. C'est ce qu'on va appeler, nous, folder. C'est tout simplement en fait un composant qui va permettre d'automatiser soit la scrutation d'une boîte mail, d'un répertoire réseau ou d'un portail public de facturation en France ou d'autres portails ensuite étatiques à l'avenir. Et enfin, donc le dernier point, donc une fois qu'on a traité ces factures, donc on a vu ensemble qu'on a différents formats, facture X, papier, numérique ou hybride, on va pouvoir donc extraire les informations, faire l'ensemble des opérations de rapprochement sur la facture et venir la stocker. Et c'est là où on va proposer également une offre de GED où on va pouvoir donc stocker les factures entrantes, mais également un ensemble de documents au-delà de la facture. Donc on le verra tout à l'heure notamment sur la partie RH. Du coup, je vous propose ensuite de passer à la partie suivante. Donc ici, c'est juste un petit résumé de la toile de fond sur tout ce qui est réglementation FactureX, donc un petit rappel. Donc ici, concrètement, la réglementation FactureX a été mise en place donc, pour contrôler la bonne collecte de la TVA, donc pour en éviter la fraude. Donc ça représente quand même 20 milliards de manque à gagner pour l'État. Donc là, il ne faut pas voir cette réforme comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Je pense que la plupart des entreprises l'ont bien compris. Au-delà de la mise en conformité avec le format FactureX, il y a un réel enjeu de dématérialisation de l'ensemble de la chaîne achat. Et on le voit bien notamment à travers l'interaction entre UDoc Analyse et l'intégration avec Sage X3. Ensuite, donc, on a vu ensemble qu'on allait avoir un calendrier d'application qui va être différent, donc en fonction de l'acteur qu'on est. Est-ce qu'on est une petite, une moyenne ou une grande entreprise? Et est-ce qu'on est en émission ou en réception? Donc, globalement, comme on l'a vu ensemble, la première porte d'entrée pour tout le monde, c'est en réception. À juillet 2024, tout le monde devrait être capable de traiter de la facture X. Donc, on ne pourra plus refuser ces factures-là. Donc, il faut se poser deux questions. Est-ce que mon SI peut traiter ce format? Et sinon, du coup, je dois m'équiper d'une autre solution. Donc, on a vu que le pendant de cette réglementation, c'était le format, ce fameux format facture X. Au-delà, ça va induire du coup un nouveau circuit déclaratif qu'on verra juste ensemble, juste après ensemble. Et ensuite, on peut résumer donc l'intégralité de cette réglementation avec deux volets. Le premier volet qui est le e-invoicing, donc c'est la capacité soit d'émettre, soit de recevoir des factures au format facture X. Et le champ d'application de cette réglementation concerne uniquement les opérations B2B sur le territoire national. Donc toutes les opérations domestiques assujetties à TVA tombent dans le champ d'application du e-invoicing. Et enfin, le deuxième volet, le e-reporting. Donc là, c'est plutôt des rapports fiscaux qu'on va envoyer donc en temps réel au PPF pour donner des informations sur le tissu économique français et notamment sur la TVA. Donc voilà globalement la toile de fond au niveau réglementaire de la fameuse réforme fiscale. Nous, ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est au-delà de l'aspect purement objectif de la réglementation, c'est comment se positionner par rapport à tout ça. Donc, on a vu ensemble, la réforme fiscale va induire donc un nouveau format pivot, le facture X. Ensuite, on va avoir un nouveau schéma déclaratif. Donc là, on ne peut plus adresser une facture directement à un client. Donc, le fournisseur doit nécessairement faire transiter sa facture via un portail qu'on appelle le portail public de facturation et qui est un petit peu le pendant de Chorus Pro pour les opérations B2J. Donc là, il va y avoir un intermédiaire qui va donc contrôler la bonne collecte de la TVA et on va avoir donc des acteurs nouveaux qui vont arriver dans ce paysage-là. Donc globalement, on en distingue deux. On va avoir les OD, donc les opérateurs de dématérialisation. Donc c'est toutes les personnes, tous les acteurs qui interviennent dans ce process de dématérialisation des factures et qui ne sont pas certifiés auprès de l'État. Et ensuite, on va avoir les PDP. Donc, les PDP, c'est les plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont des tiers qui sont certifiés par l'État et qui vont participer également à ce process de dématérialisation avec une prérogative, c'est qu'ils vont pouvoir communiquer directement avec le PPF.
Donc, on va avoir deux niveaux de déclaration. On le verra juste après dans le cadre de la diapositive. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de ce paysage déclaratif, donc flux direct et indirect, c'est qu'on va plutôt se positionner, nous, sur le flux direct. Pourquoi? Tout d'abord parce que l'accès au portail public de facturation, ce sera donc un service payant. Donc, la majorité des flux auront vocation à passer par le flux direct, puisqu'il y a également donc une certaine zone d'ombre sur qui sera PDP demain. Donc pour être PDP, il faut passer par un process de certification dont les traits et contours ont été précisés par décret et enfin, la procédure de certification va s'achever autour de septembre 2023. Donc on n'a pas encore de visibilité complète sur qui sera PDP à l'avenir. Et au-delà, une fois qu'on a la qualification de PDP, on a tout un process qui est d'audit et de remise en cause de cette certification tous les 3 ans. Donc, quand on a un partenaire, celui-ci peut être remis en cause. Donc, pour toutes ces raisons, on se positionne plutôt sur le flux direct et d'autant plus que la plupart des ERP proposent, notamment dans leur roadmap, cette mise en conformité, notamment sur le volet émission de facture, pour du coup répondre à cet impératif. Donc, tout ça nous amène à nous positionner plutôt sur la partie flux direct dans ce paysage réglementaire. Donc voilà globalement les points qu'il faut retenir. Donc maintenant on va voir ensemble donc le fameux schéma de déclaration. Donc comme vous le voyez, on va avoir deux niveaux. Donc le premier étage, on va être sur le croquis au niveau du bas. Donc vous voyez, on a d'une part Sage X3 et de l'autre part Sage UDoc. Donc si on se concentre sur ce premier niveau, donc ici, c'est le flux direct. Donc c'est le schéma le plus simple. Donc là, on voit bien les OD, donc qui font le lien entre le fournisseur et le portail public de facturation pour la partie sortante, donc facturation sortante. Et de l'autre côté, sur la droite, entre le PPF et l'acheteur, on a la partie réception, donc avec un autre OD qui est Sage UDoc. Donc là, on voit bien la complémentarité qu'il existe entre Sage X3 et Sage UDoc. Sage X3 va s'occuper donc de toute la partie facture sortante et de la partie e-reporting qui va être portée par l'ERP. Et de l'autre côté, sur la partie facture entrante, donc là, ce sera le périmètre de Sage UDoc. Donc là, c'est relativement simple. Si on introduit ensuite donc le schéma déclaratif indirect, donc ça va plutôt être le schéma du haut. Donc ici, on va voir qu'entre le fournisseur et le portail public de facturation, on va greffer des intermédiaires qui sont les fameux PDP et qui vont proposer un certain nombre de services optionnels, donc qui seront payants. Et donc ici, on peut par exemple citer deux cas. Donc imaginons que vous êtes sous l'empire d'un Sage X3 V5, donc vous ne pouvez pas émettre de facture X. Donc là, vous allez peut-être passer par un PDP pour faire la conversion au format facture X. Soit, par exemple, dans votre entité, vous avez capitalisé sur la mise en place d'EDI, de flux EDI. Donc, ça sous-entend quand même beaucoup d'investissements financiers en termes de temps. Et vous ne voulez pas détricoter votre SI. Donc, vous allez passer par un PDP pour que la réglementation facture X soit transparente pour vous. Donc, vous allez recevoir de l'EDI. L'EDI est ensuite converti par un PDP qui va redéposer auprès du PPF la facture au format cible. Donc voilà globalement comment les PDP peuvent vous apporter des services dans ce paysage réglementaire. Donc voilà un petit focus sur la partie facturation. Je vous propose de prendre un petit peu de perspective sur les nouveautés qu'on peut vous proposer avec UDoc Analyse et notamment la mise en place d'une cellule d'intelligence artificielle au sein de UDoc. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir au niveau de l'intelligence artificielle, donc elle va vraiment apporter beaucoup de valeur dans le cadre de ces opérations de dématérialisation. Donc, au sein de T2I, on a mis en place une cellule IA avec un docteur en intelligence artificielle et également un chef produit qui va piloter toutes ces évolutions-là. Donc, pour synthétiser un petit peu nos différents pôles de compétences au niveau de l'IA, on a 3 pôles de compétences au sein de T2I. Donc, le premier, ça va être donc l'ensemble de nos moteurs IA. Donc là, c'est la première brique. Celle-ci est composée d'un certain nombre de technologies standards où on va pouvoir déployer
des moteurs sur différents périmètres. Donc là, on va dire que c'est vraiment un socle de base qui va nous permettre ensuite d'apposer d'autres briques. Et là, on utilise donc toutes les technologies inhérentes à l'intelligence artificielle que peuvent être des réseaux de neurones, du computer vision, du deep learning, voilà, toute une sémantique propre à l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement, voilà, c'est la première brique de compétence de l'intelligence artificielle. Ensuite, notre deuxième pôle de compétences, donc c'est la deuxième brique T2I, c'est ce qu'on a appelé pardon, le savoir-faire T2I. Donc ici, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on va proposer, c'est capitaliser sur ce savoir-faire pour faire évoluer nos moteurs, donc via un certain nombre de technologies dont nous sommes propriétaires, et on va pouvoir donc déployer un ensemble de traitements. Ça peut être du traitement de données après utilisation des moteurs de base, ça peut être de la vérification de données en fonction des contraintes métiers qu'on a, donc soit dans un ERP, soit dans différents référentiels, et on peut aller jusqu'à entraîner un moteur pour atteindre une cible. Donc, par exemple, demain, une entité a des données métiers spécifiques, donc qui dépassent le cadre du FacturX, et on va nous demander d'aller chercher différentes données. Donc, nous, on a la possibilité d'entraîner différents moteurs sur différents documents métiers. Au-delà, on peut même aller jusqu'à intégrer dans le moteur d'intelligence artificielle un certain nombre de règles métiers. Donc voilà, on peut vraiment aller vraiment très très loin dans ces entraînements de moteurs et ça nous ouvre vraiment les champs des possibles sur différentes documentations techniques, métiers, dans différents secteurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, on a la compétence. Par contre, ensuite, il reste la troisième et dernière brique, donc toujours sur la slide précédente, où on va pouvoir du coup déployer cette compétence sur des cas concrets. Donc là, c'est ce qu'on a appelé les projets clients. Donc, on va avoir différentes demandes et on va appliquer ce savoir-faire sur différentes cibles. Donc, actuellement, chez T2I, on a beaucoup de pots qui sont en phase de finalisation sur divers sujets dans divers secteurs d'activité, notamment dans l'immobilier social, et on peut aller sur des cibles comme par exemple lire différents documents métiers, donc notamment des attestations d'assurance qui sont des données métiers spécifiques, donc on le verra ensuite tout à l'heure, ou ça peut aller jusqu'à le classement automatique de documents. Donc après avoir typé les documents, on peut aller les classer automatiquement dans les bons plans de classement au bon niveau. Donc là, ça vous montre un petit peu les perspectives de l'IA qu'on va pouvoir proposer. Donc tout ça, ça nous permet en fait d'acquérir de manière incrémentale un savoir-faire et surtout de commencer à maîtriser une méthode d'entraînement des moteurs qui est acquise. Donc ensuite, une fois qu'on a dit ça, donc on va se servir de cette compétence pour aller sur différentes documentations. Donc c'est toujours la slide d'avant. Différentes documentations pour du coup proposer de la valeur sur d'autres secteurs. Donc comme vous le voyez, on a cartographié les différents secteurs sur lesquels on va proposer de la valeur. Donc ça peut être toujours dans le monde des achats. Donc vous, aujourd'hui, on a vu déjà la facture, mais demain, on peut aller par exemple sur la dématérialisation de BL, de devis ou encore par exemple de certificats matières. Donc ensuite, très rapidement, sans rentrer dans le détail, on va se positionner notamment sur le secteur du transport, le cash management et diverses documentations. Et avec différents niveaux d'apport de valeur, donc comme on le voit avec les étoiles, on va pouvoir aller vraiment très très loin dans la dématérialisation. C'est pas simplement de la lecture de données. Donc si on passe très rapidement ensuite sur l'application de ce savoir-faire sur un document métier, on va vous présenter du coup la méthode d'entraînement des moteurs. Donc ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on part toujours de la valeur première qui est la valeur métier du client. Donc c'est ce qu'on voit à gauche. On a les différentes attestations d'assurance des clients. Puis ensuite, on va faire rentrer toutes ces données-là dans notre process, dans notre méthodologie. Donc on va avoir trois niveaux. Le premier, c'est les technologies de base avec nos moteurs, avec une approche volumétrique et en déployant une technologie standard. Donc, vous voyez, on passe d'un document métier à l'extraction des données sur l'image de droite. Puis, une fois qu'on a vu comment réagissent nos moteurs en standard, on va venir apporter la compétence et la valeur ajoutée de T2I avec un certain nombre de post-traitements et d'exploration des données pour arriver au final au résultat escompté qui est donc l'extraction automatique des données. Donc c'est transparent pour l'utilisateur avec une création de valeur importante et un gain de temps et de productivité considérable.
Donc là, si on fait un petit zoom sur la slide, on pourra vous montrer très rapidement donc, le résultat site. Donc voilà, vous avez un document métier avec des données métiers spécifiques et on peut aller récupérer donc un certain nombre d'informations comme le nom de l'assuré, l'adresse du bien assuré, le numéro de contrat, le numéro de police et les dates de garantie. Donc bien sûr, tout ça, on peut également les contrôler avec des ERP dans votre récit et sécuriser et enrichir l'information. Donc voilà pour ce premier cas d'application sur les données métiers et pour vous donner un petit peu de matière sur les évolutions possibles sur analyse. Merci. Merci Elie pour cette présentation. Je vais partager mon écran et on va aller se connecter à SageX3 pour faire une présentation autour d'un cas de flux de factures qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Donc déjà, je vous rappelle le fonctionnement de la solution SageUdoc connectée à SageX3 à travers un processus visuel que j'ai positionné en SageX3. Donc déjà, SageUdoc va vous permettre, dans le cas des factures fournisseurs, de récupérer des factures papier, des factures PDF, possibilité d'aller scruter une ou plusieurs boîtes mail, et de se connecter aussi au portail d'un fournisseur. Ensuite, grâce au moteur d'analyse intelligente, on va pouvoir faire de la reconnaissance de données et en extraire des métadonnées pour permettre la création de la facture. Par exemple, l'idée de TVA ou le numéro de SIRET pour un fournisseur pour vérifier sa présence dans SageX3 et ainsi pouvoir créer la facture sur ce fournisseur. Donc, l'utilisateur on va voir après un bandeau de contrôle sur lequel il pourra interagir. Sur cet aspect-là, ce qui est important de comprendre, c'est que SageUdoc accède à SageX3 par le biais de fonctionnalités du connecteur. Donc, ce sont des web services qui ont été mis en place, qui constituent ce qu'on appelle le connecteur standard et qui évitent donc d'exporter des données de SageX3 vers SageUdoc. Ça, c'est un point différenciateur et important. Donc, il ne pourra pas y avoir d'incohérence de données car on est en temps réel et on accède vraiment à la base SageX3. Pas besoin de dédoublonner également, de gérer tous ces exports de données d'une solution vers une autre. Hein. On est bien dans un accès temps réel à la base SageX3. Donc, une fois que l'utilisateur va avoir interagi, va avoir validé ses factures, SageUdoc va permettre la création donc, de la facture en déposant d'abord l'image de la facture dans la GED de UDoc, dans le plan de placement associé, et va faire la publication de la facture, c'est-à-dire va appeler un web service qui va en temps réel créer la facture dans SageX3 et vous allez bénéficier d'un lien. En plus, comme on sera sur des flux d'achat, si on identifie un numéro de commande ou un numéro de BL, on pourra effectuer le rapprochement des informations et des lignes, donc des commandes et des réceptions. Ensuite, l'utilisateur pourra effectuer son contrôle facture dans SageX3 pour réajuster les différentes lignes pour être en phase, si écart il y a, bien entendu, avec les montants totaux. On mettra aussi en œuvre un workflow de bon à payer dans SageX3 pour valider le bon à payer en cas d'écart. Alors, on a le même fonctionnement donc sur les factures de frais généraux par rapport à la fonction facture tiers fournisseur. Hein, où on peut saisir directement des comptes, mais là on passe par un schéma de compte pour gérer cet élément. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille directement donc, dans UDoc Analyse. Donc là, j'ai déjà chargé des documents, je me connecte et j'arrive donc sur mon tableau de bord qui présente tous les flux que j'ai déjà chargés. Donc, pour un côté pratique, on a ici sur la partie gauche des fils qui vont permettre de filtrer les différents flux qui ont été chargés. On voit par exemple ici qu'il y a des flux qui sont en état de vidéocodage et à traiter. J'ai déjà chargé tout à l'heure quelques factures et on va procéder par exemple à cette facture qui concerne le fournisseur Classe Route Mondor. Donc, je vais la charger. Je clique sur cet élément à traiter et il va me présenter la facture qui a été numérisée. On voit ici qu'elle est constituée d'une seule page. J'avais plusieurs pages, je pourrais cliquer de page en page. Et on voit que les zones qui sont en bleu ici sur la partie centrale ont été chargées sur la partie droite. Donc là, c'est le panneau de contrôle qui est vraiment à la main d'utilisateur et celui-ci peut cliquer sur l'une des zones. Si je clique sur identifiant fournisseur, vous voyez que de façon automatique, je le redis, hein, c'est un moteur d'intelligence artificielle qui n'a pas besoin de modéliser le document au préalable. Hein, il va automatiquement reconnaître les différentes zones en fonction de leur construction, en fonction des libellés présents à côté et les proposer dans cette partie de droite. Donc là, on voit qu'il a retrouvé sur la partie du bas le numéro de TVA intracommunautaire. On voit que le moteur MyDis, c'est cette icône qui permet d'indiquer c'est le moteur qui a travaillé, donc a identifié ces zones, a fait appel à un web service qui a été contrôlé que ce fournisseur était bien présent dans la base des fournisseurs de SageX3.
On le voit en plus que la zone est en vert, donc tout est correct. En plus, il a rapatrié le code du fournisseur ici et la raison sociale. On peut toujours aussi contrôler la raison sociale. Si on repart en haut, on voit qu'on est bien sur classe route Mondor, etc. Donc là, on est bien en phase. Si je continue, on voit qu'il a, par exemple, aussi permis de déterminer le type de facture. Ici, on est sur une facture. Donc là, ça fait partie du scénario. On peut aussi proposer du paramétrage, mettre des valeurs par défaut. Donc là, on a dit que quand c'était une facture, on positionnait le type de facture à FAF, qui est issu du jeu d'essai standard de CGX3. On aurait pu aussi avoir un avoir, par exemple. Donc, et en fonction de l'avoir, positionner le bon type de facture. Ici, ça aurait pu être, par exemple, AVO. Vous voyez ensuite, j'arrive sur une zone qui est en rouge. Cette zone en rouge, si je clique dessus, on voit que le moteur MIDI a un taux aussi de prédiction, c'est-à-dire qu'il a reconnu la zone avec une grande assurance. On a un taux de prédiction de 98% et on vérifie ici en cliquant qu'on a bien la bonne information, mais la zone est en rouge parce qu'on a un message d'anomalie qui dit « Attention, numéro de facture existant ». Et là, on est en présence même d'un contrôle sur doublon de numéro de facture fournisseur pour éviter d'intégrer une facture en double. Donc là, il nous demande qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est normal, pas normal? Donc là, c'est pour l'exemple même de la démo. J'ai déjà créé une facture avec ce numéro de facture fournisseur. Donc là, je vais mettre un bis pour plus qu'il y ait d'erreur sur ce numéro. Et vous voyez que je tabule, je suis bien en temps réel. Donc il y a un web service qui est appelé à ce moment-là qui va aller contrôler que ce numéro n'est plus en double. Là, vous voyez, une fois qu'il a accédé à la base CGX3, c'est très rapide. Il constate bien que ce numéro n'est plus présent, donc je passe en vert. J'aurais pu, si j'avais souhaité, également remettre cette facture à l'état brouillon, voire la rejeter, la supprimer, si c'était réellement un double. On continue donc sur les autres zones, et là j'arrive sur le numéro de facture fournisseur qui a été automatiquement chargé par le moteur MIDI. On peut aussi, bien entendu, modifier les zones si tant soit peu il y a une erreur. Si je prends le cas de la date comptable, là c'est dans le scénario de digitalisation, on a dit dans le cas des factures fournisseurs, rapatrie comme date comptable la date du jour. Donc là, on a toujours possibilité d'émettre des règles de gestion différentes. On aurait pu très bien ramener la date de la facture fournisseur. Et puis, on peut aussi interagir, modifier les dates en fonction. Là, je pourrais modifier cette date et mettre la date d'hier ou une autre date en fonction de mon cas de gestion. Ensuite, on va se focaliser là sur le numéro de commande. Vous voyez que sur cette partie numéro de commande, ici, il a pu identifier le numéro de commande en jaune. Là. Et grâce à ce numéro de commande, il a accédé à la base CGX3, toujours en temps réel. Il a vérifié que cette commande existait bien, qu'elle n'était pas soldée, parce que si elle avait été soldée, on aurait une erreur, parce que ça veut dire que cette commande n'aurait pas pu être sélectionnée en soi. Et là, donc, grâce à cette commande, il a pu vérifier même qu'il y avait une réception. Donc, le connecteur, il va plus loin. Le web service, il va vérifier les flux les plus proches de la réalité. Comme il y a une réception, il propose la réception qui va permettre ainsi de créer la facture en pointant sur les lignes de réception. On a des informations aussi en rappel sur le site de la commande, le montant soit de la totale de la commande ou de la réception. La possibilité de charger aussi des éléments de facturation dans les autres montants qu'on pourra personnaliser en fonction de votre contexte, les frais de douane, des frais de port, etc., ou des remises qu'on voudrait mentionner sur cet aspect-là. Ensuite, on voit ici qu'il a retrouvé, identifié le montant hors taxe, le montant de TVA, et ici, donc, le montant TTC, 41,50, et la devise. Donc, grâce à ces informations, je vais pouvoir valider cette facture. Allez, je clique sur valider, je valide définitivement. Et là, on voit qu'on est encore en temps réel. C'est un web service qui va t'appeler. Et vous voyez qu'au niveau du bandeau de contrôle, je vois qu'il fait la création de la facture par l'ordre de publication et que derrière, il va aussi déposer l'image de la facture pour faire l'archivage de la facture dans la JDoc. D'autant plus qu'ici, vous voyez, vous avez une traçabilité qui s'opère, parce qu'on récupère à ce stade donc le numéro de la facture qui a été déposée dans Sage X3. Et du coup, la facture passe à l'état traité. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir dans Sage X3 le résultat de cette création de facture. Là, je retrouve la facture qui a été créée, la numéro 9. On voit que c'est bien classe route Mondor et la date comptable du jour, 14/02/2023. On a positionné le bon à payer en attente, comme je vous ai dit tout à l'heure, on positionne le bon à payer dans Sage X3, et comme il y a un écart, on a souhaité le mettre en attente. On voit ici que, concernant ce bon à payer, un circuit de signature qui s'est mis en œuvre, et on a demandé dans notre jeu d'essai de demander à l'utilisateur USR01 de statuer
donc, sur ce bon à payer. On a récupéré les informations d'en-tête de la facture, donc le numéro de facture fournisseur, l'horodatage aussi de UDoc qui permet de gérer donc, la date d'import hein, de cette facture. On voit des informations d'en-tête et ici, on a créé la facture en pointant comme si l'utilisateur avait fait un picking de la réception, donc de la réception 55 qu'on a pu identifier tout à l'heure. Donc, lors de la création de la facture, il a fait ni plus ni moins que ce qu'aurait pu faire un utilisateur. Si je clique ici sur sélection réception, il est venu ici sélectionner la réception 55 et il rapatrie toutes les lignes en l'état du moment. Donc c'est ça aussi qui est important, hein, il n'y a pas de déphasage avec les éventuelles informations contenues dans CGX3. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une proposition de création de facture et que l'utilisateur il peut interagir sur toutes les lignes. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi, hein, ce n'est pas intrusif. On laisse l'utilisateur effectuer sa saisie, son contrôle. Donc, il peut très bien revenir ici, modifier les quantités, modifier les prix. Il peut, s'il le souhaite, supprimer une ligne directement là, en rajouter, et il peut même directement ici en rajouter en faisant bon, un clic. Je clique ici, ça vient rajouter la ligne de telle ou telle réception en fonction donc de mes besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui permet d'assurer la cohérence complète donc, de la facture. Vous me direz comment après il fait pour pouvoir pointer que toutes les lignes sont correctes. Eh bien ici, il a un petit bouton Voir document GED qui va lui permettre de visualiser l'image de la facture. On retrouve en partie centrale l'image de la facture qu'on a vue tout à l'heure. Et ici, on voit que ça a été classifié, enfin ordonné dans la GED de UDoc en fonction du plan de classement achat avec une organisation qui conviendra définir en fonction de vos besoins. Mais ça, ce sont des plans de classement qu'on délivre lors de l'installation de cette UDoc avec des mots-clés associés. Donc, bien entendu, possibilité d'ailleurs d'avoir tous les outils hein, de visualisation, de voir la page entière de la facture, de faire une rotation horaire en fonction du sens du document tel qu'il a été poussé, etc., etc. Possibilité aussi d'avoir des actions, de récupérer le document local, de l'envoyer par courrier ou de récupérer le lien. Et possibilité également de pouvoir commenter le document, donc en faisant peut-être un commentaire général, vérifier la date de paiement, une petite erreur de frappe. Et donc, on est vraiment dans un outil très collaboratif qui permet non seulement de positionner des commentaires que tout le monde peut visualiser, mais on voit également qui est à l'origine, quel utilisateur est à l'origine de ce commentaire avec l'horodatage associé. Donc voilà pour cette partie autour donc, des images des factures qui ont été poussées dans CGX3. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir les évolutions du connecteur. Mariam, si tu veux bien pousser la slide suivante, s'il te plaît. Bien sûr, je reprends le contrôle et je repasse en mode démonstration. Donc, je te laisse du coup poursuivre. Et donc, on va passer sur les nouvelles fonctionnalités du connecteur. Donc là, voilà, je vous représente rapidement le connecteur actuel qui est disponible d'ores et déjà. Donc, sur tout ce traitement des différentes factures, des factures d'achat, ce qu'on appelle les factures d'achat PIH, les factures comptabilité fournisseur pour les frais généraux, BIS. On a ici également le contexte du moment, on a des contrôles qui existent, etc. etc. La gestion des deux scénarios pour bien identifier factures frais généraux, factures fournisseurs, qu'on va pouvoir automatiser. Et surtout, c'est tout ce rapprochement avec les flux d'achat. On va passer directement sur la slide suivante pour présenter les nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles à partir de la mi-mars. Donc, le point le plus important déjà, c'est la partie en haut à gauche sur la gestion des multicommandes et multiréceptions. Donc là, au niveau de CGUDoc, on va pouvoir afficher une fenêtre qui va présenter l'ensemble des lignes, des commandes et des réceptions qui auront été identifiées pour la facture. Donc, on va accéder à partir du fournisseur qu'on a récupéré à ces flux courants pour les afficher et les utilisateurs pourront ainsi les sélectionner ligne à ligne. Donc, on va avoir une création de facture qui pourra déjà être plutôt affinée dès la création de la facture à partir de CGUDoc.
On aura aussi une mutualisation des scénarios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demandait de faire 2 paquets de factures en fonction de vouloir, si l'utilisateur voulait adresser les factures d'achat ou les factures tiers fournisseurs. Demain, on arrivera automatiquement à créer la facture dans la bonne fonction. Donc, on pourra aller vérifier au préalable qu'il y a eu des flux d'achat. S'il y a eu des flux d'achat qui ont été activés, eh ben, on créera la facture en facture d'achat. Et si, dans le cas contraire, on pourra également créer la facture directement en facture de frais généraux, mais on pourra aussi prendre la main sur l'envoi sur tel ou tel scénario. On pourra aussi ce qu'on appelle gérer la numérisation différée. Là, on est plus dans le cadre d'interface ou de reprise documentaire, c'est-à-dire qu'on crée quand même la facture dans Sage X3, et c'est qu'après coup, on vient réassocier l'image de la facture dans la GED et faire que le lien le lien soit effectif depuis la facture créée dans Sage X3. On va pouvoir également gérer le RIB du fournisseur et contrôler que celui-ci existe bien et s'il n'existe pas, d'effectuer un blocage. Et puis, on va pouvoir aussi, autre point important, déterminer automatiquement, à partir du moment donné où il n'y a pas forcément de flux d'achat, récupérer le site de facturation. En haut de la facture, il y a toujours donc le destinataire, donc le nom du destinataire. Il y a aussi son adresse et à partir de ces éléments, on saura identifier le bon site pour créer la facture. En parallèle de tout ça, on va faire évoluer les plans de classement qui ont été complétés, notamment sur la partie achat et sur la partie vente, où on pourra gérer d'autres documents. Et puis, on a aussi des fonctionnalités nouvelles, mais qui demanderont une intervention éventuellement manuelle pour compléter ces données, donc notamment par rapport à toute la facturation partielle. On aura possibilité de modifier les quantités, les montants, de modifier les lignes, bien entendu, ça c'est chose importante. On pourra aussi effectuer le rapprochement de l'avoir à une facture pour pouvoir effectuer le lettrage en automatique après dans Sage X3. Et on pourra aussi gérer les dates de prestation. Là, on est plutôt le connecteur s'est identifié, mais on demandera quand même le contrôle à l'utilisateur pour valider les dates de début et de fin de prestation. Donc, ces fonctionnalités du connecteur V3, elles seront disponibles avec le moteur Analyse intelligente. Au préalable, pour les anciennes versions, on avait ce qu'on appelait UDoc Acquisition, qui était basé sur l'outil Capture. Maintenant, il faudra être équipé de la solution UDoc Analyse intelligente pour bénéficier de ce connecteur et des fonctionnalités V3. L'autre point aussi, c'est que ce connecteur V3 est disponible sur Sage X3 V12. Après, on a aussi possibilité en mode projet de downgrader ce connecteur sur la version antérieure V11. On va pouvoir aussi, Mariam, voilà, avoir d'autres fonctionnalités qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc, c'est pouvoir traiter les échéances et les modes de règlement. UDoc Analyse sait déjà identifier les échéances, modes de règlement. Simplement qu'il faut faire évoluer le connecteur pour traiter ces informations. Il y a aussi une réflexion pour gérer le statut de la facture, pour le retourner au portail public de facturation. La gestion d'autres éléments associés aux factures, les factures complémentaires. Pouvoir également effectuer le rapprochement vers une commande ouverte. Aujourd'hui, on effectue le rapprochement vers une commande standard, une commande classique, si je puis dire, avec réception. Demain, on pourra effectuer vers une commande ouverte. On pourra également gérer les acomptes, ce qui ira avec la partie paiement. Et puis, il y reviendra sur cet aspect-là après coup. Sage UDoc Analyse permet également d'analyser et de reconnaître le QR code, notamment pour le cas des factures suisses. Ça, c'est pour montrer la puissance de ce moteur et des possibilités de reconnaissance d'informations. Voilà. Donc, je vais redonner la main autre écran, pardon. C'est que, voilà, ça, c'est pour vous montrer aussi ce que va proposer le Sage UDoc Analyse. Donc, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir au milieu, qui va permettre de lister les lignes des réceptions et des commandes. Et vous voyez que sur la partie sélection, il y a une petite croix. L'utilisateur pourra décider de sélectionner toutes les lignes ou de sélectionner que quelques lignes. Il pourra aussi intervenir sur les montants, quantité ou prix, et ainsi permettre la création dès la saisie de UDoc, dans UDoc, de la facture avec les flux les plus proches. Et derrière, l'utilisateur, donc en comptabilité, n'aura plus qu'à valider la facture. Donc, je te remercie, Mariam, et je passe la main à Elie pour qu'on continue la présentation.
Merci beaucoup Bertrand. Élie, je te laisse également la main en sachant qu'on a déjà quand même beaucoup de questions au niveau du chat. Donc, je te laisse reprendre la main en ayant cette information en tête. Aucun problème. Du coup, merci de m'avoir redonné la main. Donc, on va faire un petit focus sur les attestations d'assurance d'analyse, puis on fera un léger tour d'horizon de la GED. Donc, je vais partager mon écran. Et on va commencer du coup cette illustration. Donc, si tout le monde voit mon écran, on poursuit. Donc, tout à l'heure, vous savez, on a parlé de l'attestation d'assurance. Donc, simplement pour vous montrer, on va dire, des écrans de manière dynamique. Donc, analyse a vocation à traiter de la facture sur votre chaîne achat, mais demain, vous pouvez ouvrir sur d'autres typologies de documents, et notamment l'attestation d'assurance. Donc, comment ça se matérialise dans la solution? Donc, au-delà de ce qu'a montré Bertrand, je vais avoir une ligne qui est différente, puisqu'ici, le document sera une attestation d'assurance. Et quand je vais cliquer, je vais avoir du coup, selon les mêmes principes que vous a présenté Bertrand, l'extraction des données. Donc, je retrouve toujours donc, sur la droite ce qu'on appelle, nous, la grille d'indexation. Donc, pardon, c'est tout simplement les métadonnées extraites sur le document. Et ici, on a un petit pictogramme qui nous indique la technologie qui nous a permis d'extraire les informations. Donc ici, c'est nos moteurs dédiés. Et donc, vous avez des taux de prédiction qui vous permettent du coup de savoir est-ce que la donnée est bonne ou pas. Donc, à chaque fois que je vais me positionner sur un champ, vous voyez, le moteur va venir surligner le champ où il allait chercher l'information. Donc là, vous voyez un petit peu la puissance de l'IA qui est capable d'aller chercher des données métiers, donc dans un premier temps sur le document, et éventuellement d'aller confronter ces données avec des données métiers dans l'ERP pour contrôler la bonne information. Donc voilà très rapidement sur la partie attestation d'assurance pour vous montrer que voilà toutes ces choses-là, c'est pas uniquement théorique, c'est vraiment en production dans nos solutions. Et je vous propose de basculer ensuite sur la partie GED pour ouvrir un petit peu sur ce qu'il est possible de faire. Et je vous propose de parcourir ensemble du coup les principales fonctionnalités de la GED et faire un petit focus rapide sur la partie RH. Donc voilà, donc ici on est sur les écrans de la GED. Donc ici, c'est un espace de stockage des documents. Donc c'est ici que les documents vont venir se ranger. Donc vous allez alimenter cette GED. Ce qu'il faut comprendre, et c'est très important pour la suite, c'est qu'ici, les documents sont organisés en différents packs. Donc là, il y a une notion d'organisation. Je vais ranger, par exemple, tous les documents comptables de la chaîne achat dans mon pack achat. Et inversement, si je veux gérer, par exemple, des documents RH, je vais plutôt les ranger dans mon pack RH. Donc, comment tout ça, ça se matérialise dans la solution? Comme vous le constatez ici sur la gauche, j'ai différents niveaux de packs. Donc là, j'ai le pack achat, je peux avoir un pack construction. Enfin, on peut imaginer autant de packs que nécessaire. C'est relatif à une activité ou un service et donc je vais isoler différents périmètres. Donc là, par exemple, si je clique sur le pack ressources humaines, je vais avoir uniquement mes documents RH. Donc j'ai 138 documents RH sur une volumétrie totale de 439 documents. Donc voilà, on a vraiment la possibilité d'isoler et sécuriser des documents dédiés. Ensuite, donc pour peut-être imaginer un peu mieux cette notion de pack, on peut avoir également donc, cette représentation. Donc là, on a une vue, on va dire un petit peu comme si on était sur des répertoires Windows, avec un système de dossiers et de sous-dossiers. Et ça va me permettre en fait de venir ranger au bon endroit les différents documents. Donc là, par exemple, si je me positionne sur un dossier individuel d'un collaborateur, Pierre Collin, si je rentre à l'intérieur, donc on va rentrer dans le dernier niveau de classement qui est le type de document, on voit bien qu'on a plusieurs documentations relatives à un même salarié avec différentes typologies de documents. Donc les documents d'entretien, la fiche de poste, des fichiers de correspondance, etc., etc. Donc on y reviendra tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour vous donner les bases concernant les packs. Donc là, par exemple, si je sors du contexte RH, on voit bien ici qu'on a différents packs que je peux ouvrir ou fermer en fonction de mes besoins. Donc là, si je referme tout, donc on a bien différents packs. Donc là, dans ce cas-là, on va parler de jet transverse et je peux donc soit ranger les documents dans mon pack achat, dans mon pack patrimoine, RH, vente, etc., etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc on peut ranger les documents de manière organisée. Ensuite, je vais sécuriser tout ce patrimoine-là. Donc là, on a une console dédiée au niveau de l'administration qui nous permet en fait de gérer tout ce qui est sécurisation applicative. Donc très rapidement,
c'est très simple, on va donner des niveaux de droit à des utilisateurs et donc ensuite on va construire également des périmètres. Donc là, je peux dire par exemple, Bertrand sera en consultation, en modification ou en suppression sur un périmètre. Au niveau des périmètres, bah, c'est très simple. Soit vous faites quelque chose de simple et vous dites bah, tout le monde a accès à l'ensemble de mon pack. Soit vous allez pouvoir descendre sur des niveaux un petit peu plus fins. Donc, vous allez pouvoir utiliser bah, soit le dossier, soit le sous-dossier, soit les typologies de documents pour déterminer des périmètres. Et on peut même descendre sur des valeurs d'index. Donc, pour vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une valeur d'index, si vous cliquez sur n'importe quel document, bon, par exemple, on va prendre un document d'entretien pour un poste dédié. Tous les documents qui sont stockés dans la GED, donc vous allez bien sûr retrouver l'image du document, mais également une grille de métadonnées. Donc là, si je clique sur le bouton d'action, sur la droite, j'ai toutes les métadonnées qui sont relatives à ce document. Et sur toutes ces données, vous allez pouvoir asseoir de la sécurité. Donc par exemple, pour le cas RH, vous allez pouvoir dire tous les documents qui sont tagués sur, par exemple, les équipes commerciales, bah, vous avez accès ou pas dans la sécurisation. Donc on peut aller vraiment très loin comme on peut faire des choses très simples. Dernier niveau de sécurisation, et puis ensuite on passera à la suite. On peut avoir notamment sur un document, donc notamment l'entretien ici, j'y ai accès, donc je vois bien la petite vignette avec l'image du document. Si je veux quand même stocker ce document, mais pas donner accès à mes collaborateurs, par exemple un compte rendu d'entretien sur un poste stratégique, on veut que nos collaborateurs sachent que le recrutement est en cours, mais on ne veut pas divulguer les informations. Du coup, ici, on peut apposer un sens interdit sur le document, et quand je vais cliquer, la solution me dira bah, vous n'avez pas les droits nécessaires. Donc, on peut vraiment aller très, très loin. Une fois qu'on a dit ça, donc bah, stocker des documents, les organiser, les sécuriser, c'est bien, mais encore faut-il les trouver rapidement. Donc là, on a tout un dispositif qui permet de retrouver facilement le document. On a ici cette barre de filtre, donc que je peux masquer ou afficher en fonction de mes besoins. Et là, bah, c'est relativement simple. On va pouvoir donc cocher sur différentes métriques, donc un petit peu comme un site de réservation en ligne. Quand vous réservez vos vacances, vous avez une timeline de date à date avec un certain nombre de critères. Bah, là, c'est la même chose. Vous cliquez par exemple sur votre pack RH. Vous allez ensuite déterminer si vous voulez plutôt pointer sur un dossier précis d'un collaborateur, si vous voulez pointer plutôt sur des natures de documents, donc par exemple que les contrats de travail, et donc vous allez venir affiner comme ça votre recherche. Donc ça peut paraître un peu chronophage pour certaines personnes, donc c'est pour ça qu'on propose également une deuxième possibilité, donc c'est la barre de recherche. Donc là, c'est un petit peu comme Google, vous tapez des mots-clés et vous allez avoir des restitutions. Donc là, si je tape par exemple contrat travail par exemple, donc je vais avoir un premier niveau de restitution. Si je veux affiner, bah, je peux rajouter par exemple Pierre Collin. Donc là, on va avoir des restitutions qui sont quand même beaucoup plus restrictives. Vous voyez, on a plus que quelques contrats. Donc là, c'est vraiment très simple. Si ensuite, bah, j'ai un commencement d'information, je veux plutôt rechercher sur une valeur métier. On a un deuxième niveau de recherche qui est sur des valeurs d'index. Donc, par exemple, sur un numéro de matricule, je sais que dans mon entité, j'ai un nouvel entrant qui s'appelle Pierre Collin. Je veux voir tous les documents relatifs à ce matricule. Donc là, je vais taper bah, son matricule. Et ensuite, bah, la solution sera capable de me sortir tous les documents relatifs à cette personne. Donc là, si je tape 1, 2, 3, vous voyez, la solution me propose un certain nombre de choses de manière prédictive. Il se trouve que c'est le deuxième. Donc, si je clique sur le deuxième, je retrouve tous les documents rattachés au dossier individuel de Pierre Collin. Donc ça, c'est intéressant à exploiter. Et enfin, troisième niveau, on va avoir la recherche full text. Donc ça, c'est quelque chose qui est en généralement assez connu. Donc c'est en fait la possibilité de chercher sur une valeur précise d'un document. Donc là, par exemple, si je cherche tous les documents qui contiennent la valeur Colin, bah, on va voir qu'on a beaucoup de documents. Donc voilà, on a vraiment trois niveaux de recherche au niveau de la barre de recherche. On peut additionner à la barre de recherche les filtres. Donc, je peux très bien mettre un critère dans les filtres et ensuite additionner avec la barre de recherche. C'est vraiment un outil très simple à utiliser. Pour votre information, on peut automatiser ce travail de recherche avec la constitution de favoris ou de pochettes numériques et on peut aussi aller même jusqu'à épingler des documents durant le temps de la connexion. Donc voilà pour être complet sur la partie recherche. Et on va passer très rapidement sur la restitution de l'information. Donc, une fois que j'ai recherché mon information, bah, comment elle se matérialise. Donc, depuis tout à l'heure, vous le voyez à l'écran, c'est plutôt visuel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la représentation vignette. Donc là, on va avoir la représentation de la première page du document et plein d'informations sur un tableau récapitulatif, donc le titre du document, sa typologie, s'il est stocké dans un dossier, bah, les références du dossier, sa date d'arrivée, donc ici il y a 6 jours,
des petits pictogrammes pour nous indiquer si c'est stocké dans une pochette numérique, ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est dans un workflow? Donc là, ce sera plutôt une petite valise et des petites informations visuelles ici. Donc là, je sais que ce document est versionné parce que j'ai un numéro et il a un statut parce qu'il y a une couleur. Donc rouge, orange, vert pour valider, brouillon et périmé. Donc très rapidement, on va dire que j'ai une vue sur mon patrimoine documentaire et je sais ce qui s'y passe. J'ai également ici des boutons d'action qui sont soumis à droite. Donc là, c'est plutôt la possibilité donc de télécharger mon document, de l'envoyer vers l'extérieur, éventuellement avec un lien. Je peux copier le lien pour le mettre dans une note interne ou déclencher un workflow ou une signature électronique si la typologie de document est signable. Enfin, et pour être complet, donc ici j'ai la partie, on va dire, qui correspond à la suppression pardon, à deux niveaux. Donc vous savez, quand on supprime un document dans la GED, on veut pouvoir contrôler la bonne suppression du document. Donc il y a un deuxième niveau de suppression. Et du coup, quand on supprime, on a cette corbeille en attendant que le Record Manager valide ma suppression. Et enfin, ici, j'ai un petit bouton qui me permet de modifier mes documents. Donc là, j'ai vraiment une intégration avec la suite Office. Donc là, très rapidement pour vous montrer, j'ai pas besoin de télécharger mon document et de sortir de la GED. Je travaille directement depuis ma GED sur les documents métiers de référence. Donc là, si je clique sur n'importe quel document dans ma solution, je vais pouvoir le modifier directement depuis Word. Donc là, on me demande si je veux effectivement ouvrir Word. Et là, vous allez voir, le document d'origine va être ouvert pour pouvoir faire une manipulation, une modification, enrichir le document. Donc là, par exemple, si je passe mon contrat de travail, donc le titre en vert, tout simplement, j'enregistre et je ferme Word et automatiquement, du coup, la modification va être répercutée dans la GED. Donc là, vous voyez instantanément, je ne sais pas si c'est petit à l'écran, mais on le voit bien ici, le titre est passé en vert. Donc voilà, ça vous montre un petit peu tout le champ des possibles. Et pour conclure du coup sur la partie GED, dans le temps imparti, je vais vous montrer comment on peut faire évoluer un document. Donc si on reprend celui-ci, je vais vous montrer qu'on peut apposer un certain nombre de commentaires généraux ou de post-it circonstanciés sur le document. Donc là, imaginons qu'on travaille sur le contrat de travail. Il n'est plus conforme à la réglementation du droit du travail. Donc je peux dire à mes collègues, attention, modifier par exemple la clause numéro 2 et je peux viser une personne. Donc, par exemple, si je vise ma collègue Delphine, bah, Delphine va ensuite venir me mettre un autre commentaire, donc qui sera horodaté avec son nom et la date, et ça va créer un petit fil de discussion. Au-delà, si je veux vraiment mettre des commentaires dans le document cette fois-là, je peux viser donc vraiment contextuellement la clause litigieuse et dire bah faut vraiment changer le mot là ou revoir la tournure de la phrase. Donc voilà, et enfin, dernier niveau, ça va être donc la possibilité de surligner des zones du document pour mettre en évidence tel ou tel point. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je valide ma saisie. Donc là, vous allez me dire, mais attendez, vous avez altéré l'original du document. Eh bien non. Et si on est tout à fait conforme avec la norme ISO 14641 qui, du coup, consacre l'inaltérabilité du document. Donc nous, on va juste apposer un calque sur le document et on ne le dénature pas. Donc tout ça, ça sous-entend de pouvoir tracer qui a fait quoi et qui a eu accès à quoi en termes d'informations, notamment pour des considérations RGPD. Donc ici, on a un module dédié de calendrier des événements qui permet de tracer toutes les actions, que ce soit de consultation, de modification du document ou d'annotation, dans un tableau synthétique pour pouvoir du coup administrer correctement votre patrimoine documentaire. Donc voilà très rapidement un champ des possibles sur un flux RH par exemple. Euh, donc voilà, on va dire que pour la partie RH, on peut passer à la suite, Mariam. Merci beaucoup, Elie. C'était très intéressant et très synthétique. Écoute, on a terminé cette présentation. On est arrivé à l'heure, enfin, à la fin de cette présentation. Je vais peut-être enchaîner. Alors, je vais essayer de partager mon écran très rapidement et on va enchaîner tout de suite avec les questions. Donc, on passe, excusez-moi, hop, on passe directement à la partie, bon, ça ne veut pas, c'est pas grave, je vais poser les questions en attendant de pouvoir régler mon écran. Donc, on a une première question de Lamia qui nous demande quel est le mode d'installation proposé pour la solution. Est-ce que c'est du SaaS ou du on-premise et le type de licensing couplé X3 UDoc ou est-ce que ce sont des licences individuelles? Après, elle pose également une question sur les tarifs des licences. Ça fait déjà beaucoup de questions. Est-ce que déjà on peut répondre à la première sur le mode d'installation proposé pour UDoc?
Alors bien sûr, donc du coup, je vais prendre le point. Donc dans l'écosystème Sage, les deux modes de commercialisation proposés sont la souscription et le SaaS. Donc pour la souscription, donc c'est un loyer annuel récurrent de la solution. Donc en général, c'est des engagements de 3 ans. Donc ça comprend la maintenance et par contre l'hébergement est piloté par le client. Donc c'est la grosse différence avec le deuxième mode de commercialisation qui est le SaaS. Donc le SaaS ici, on va être plutôt sur un loyer annuel récurrent pour la solution. Donc toujours un engagement de 3 ans. Et là, on va avoir donc à la fois le volet maintenance et hébergement qui sera compris. Et ici, pour information, donc notre partenaire, c'est Claranet, qui est donc un prestataire français avec des data centers en France. Donc pour ceux que ça intéresse, ils sont situés à Courbevoie et Aubervilliers. La mienne nous demande également s'il y a des tarifs licences préférentielles pour les clients X3. Alors oui, il y a Ouais. Ouais, vas-y, Bertrand. Oui, bah alors ça, je vous invite quand même à vous rapprocher donc du commercial en charge de votre projet. Mais il y a une tarification, alors c'est un peu compliqué de la mentionner là, mais c'est une tarification associée donc au contexte, au nombre de documents, au nombre de users. Mais oui, tout à fait. Mais je vous invite à vous rapprocher auprès de votre ingénieur commercial. Merci Bertrand. On a également une question qui nous demande donc la nouvelle réglementation prévoit l'envoi de cycles de vie pour les factures, autant en tant que fournisseur qu'acheteur. La mise à jour de ces statuts pourra-t-elle être faite directement depuis X3 ou cela devra-t-il être fait depuis UDoc? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, dans Sage X3, on va avoir des fonctionnalités qui vont permettre de gérer la facturation électronique. Donc, c'est aussi bien le invoicing que le e-reporting. Et ça va concerner donc notamment pour les factures sortantes et tout cet aspect e-reporting, la gestion des statuts. Donc ça sera disponible dans la version, dans la release, on va dire 2023 R2 et 2024 R1 où vous aurez les fonctionnalités pour la gestion de la facture électronique et la gestion des statuts qui sera gérée dans CGX3. Merci. Lamia donc, nous pose une nouvelle question. Peut-on faire aussi une facture partielle sur certaines lignes de la réception via la GED, tel que c'est faisable dans X3 via le picking? Alors, donc, je ne comprends pas forcément bien la question. Je vais faire mon interprétation. Donc, vous allez pouvoir faire une facturation partielle depuis SageUdoc. Ça veut dire que déjà, vous allez pouvoir modifier les différentes lignes qui seront proposées. Donc, aussi bien une ligne de commande ou de réception et de dire, ben voilà, j'ai par exemple une facture avec une quantité de 8 et ma réception était de 10. Et ben, je peux très bien modifier la ligne qui sera proposée pour être en phase avec la facture. Après, il y a aussi possibilité, une fois qu'on va avoir interagi dans CJUDoc, CJUDoc va créer la facture avec les éléments qu'on lui aura indiqués. Il y a toujours possibilité aussi d'aller dans CJX3 et de modifier éventuellement, parce qu'il y avait peut-être eu un autre acte de gestion qui est arrivé entre-temps, ou après coup, une régularisation, on peut aussi modifier cette facture en fonction des éléments qui seront présents dans X3, hein, comme je vous le montrais tout à l'heure, avec les actions autour de la sélection, autour du picking en fenêtre gauche, en liste gauche. Merci Bertrand. On a également une question de Alison qui nous demande comment se passe le système de validation de la facture en workflow interne. Alors, le système de validation de la facture, on vous le propose de le gérer dans SageX3. Alors, il faut différencier validation de la facture, c'est le déversement comptable, donc la génération de la pièce comptable. Il faut donner des habilitations aux personnes qui pourront effectuer cette opération. Et ce qu'on vous propose, c'est plutôt de gérer le bon à payer de la facture et là, de mettre en place un workflow donc, de validation de ce bon à payer et on le propose en SageX3. Pourquoi? Parce que le cycle de vie des échéances, il est bien géré dans X3. Les échéances peuvent être éclatées, elles ont des statuts, elles ont un mode de paiement, etc., etc. Donc, ce pourquoi on va plutôt proposer le workflow de SageX3 parce qu'on a en plus le moniteur de workflow qui va permettre de traiter tous les cas qui seraient à gérer dans SageX3. Merci. On a également une question de Florian. Je pense que cette question remonte à la partie que tu présentais, Bertrand, sur le connecteur. Il nous demandait ces évolutions, fonctionnalités, ces évolutions / fonctionnalités sont-elles incluses quand on possède déjà UDoc Acquisition ou faudra-t-il passer par une migration?
Alors, il faudra passer par une migration pour avoir UDoc Analyse Intelligente. Pourquoi? C'est parce que le moteur UDoc Analyse Intelligente a progressé, a évolué et permet d'identifier des zones qu'on ne traitait pas forcément avec UDoc Acquisition et qui n'étaient pas non plus en lien avec le connecteur, ce qu'on propose dans ce qu'on appelle le connecteur standard. Donc, on demande, pour bénéficier de ces fonctionnalités du connecteur V3, de migrer sur UDoc Analyse Intelligente. Merci. Enfin, je crois que la dernière question est pour Elie. Au moment où il présentait la GED, Lamia demandait s'il y avait une notion de gestion de profil. Oui, bien sûr, on va pouvoir administrer donc selon les différents niveaux de granularité qu'on a vu ensemble, soit au niveau du pack, soit au niveau du dossier sous dossier ou au niveau des métadonnées. Et on va pouvoir aussi administrer donc profil par profil. Donc vous attribuez un profil pardon, à une personne ou vous allez plutôt réfléchir en termes de groupe d'utilisateurs. Donc il y a deux possibilités. Et pour être complet, donc nous on va venir s'interfacer avec un AD pour pouvoir justement administrer en masse les questions de sécurité. Merci beaucoup, Elie. Je suis désolée, du coup, Lamia avait dit que finalement, elle avait eu sa réponse en cours de démo. Mais écoutez, c'est pas grave. C'était en tous les cas la dernière question. Je pense qu'on a déjà bien dépassé le temps qui nous était accordé. Je vous remercie tous effectivement pour votre participation. Je voulais simplement terminer cette session pour vous rappeler encore une fois la date du jeudi 22 juin 2023 à Marseille pour tous nos clients. Vous allez recevoir donc prochainement une invitation pour réserver cette date et réserver le créneau pour venir célébrer avec nous nos 40 ans à Marseille. C'est un événement important donc auquel vous êtes évidemment conviés. Voilà, c'était vraiment le mot de la fin. Je vous remercie tous pour votre attention sur ce sujet autour de SEDUDoc et de la dématérialisation des flux de facturation. C'était un sujet qui, pour moi, était important et qui, encore une fois, venait dans le prolongement du webinaire sur la facturation électronique que nous avons vu avec CEDIX3 la semaine dernière. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles, qui vous sera également, qui susciteront également votre intérêt et peut-être, pourquoi pas, des questions a posteriori. Encore une fois, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne après-midi. Élie, Bertrand, je vous laisse également un petit mot de la fin pour saluer nos participants. Eh bien, merci à vous de votre attention et de votre participation autour de cet atelier sur la dématérialisation des flux documentaires de la solution SEDUDoc intégrée à SEGIX3. Et Merci. merci à tous également de votre attention, en espérant qu'on ait pu vous donner les informations attendues. Merci beaucoup, Élie. Merci, Bertrand. Merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt.